Histoire de la photo, 20e et dernier chapitre, ça fait 20 mois. Et le défi, c'est qu'en 1 heure, 20 détails, 20 photos, pas forcément les plus connues, c'est 3 minutes par photo. Et c'est l'occasion d'ailleurs, commençons par la fin, de parler des livres sur lesquels je me suis pas mal appuyé, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube facilement. Ce livre, car la photo commence à être diffusée quand elle devient multiple par des livres, par des magazines, par des ouvrages. Cette histoire de la photographie par Beaumont, ces petites choses qu'on trouve assez facilement, j'ai dû l'acheter 4 euros venant des États-Unis, c'est l'histoire de la photo amateur, les débuts de la photo alors qu'on était en 1826. Voilà, les American Snapshot, il y en a deux, c'est-à-dire des photos de rien, des photos qui sont sans intérêt, faites par des auteurs anonymes qui ne se réclament pas du statut d'auteur et de créateur. Et ces photos, c'est le regardeur qui leur donne petit à petit un statut un peu particulier. C'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Voilà, c'est jusqu'à Michel Friso, on est en j'ai un doute, 95 ou 2014, toute photographie fait énigme, c'est-à-dire tout ce que contient une image prise sur le vif, à un moment donné, va avoir un sens un peu particulier que n'avait pas jusque-là la peinture, euh, le dessin, la sculpture. Il y a quelque chose dans l'histoire de la photographie qui se crée en rapport avec le temps qui passe, évidemment, avec le temps qui a passé, et en rapport surtout avec quelque chose de l'ordre du témoignage et de l'indice. Donc, il y a une montre sur la couverture du livre de Friso, et cette couverture dit qu'il y a quelque chose qui a eu lieu à ce moment-là. Même si c'est truqué, quelque chose s'est fabriqué de cet endroit-là. Enfin, c'est ce qui fait que sur sur cette nouveau statut, j'ai fait une vidéo sur la photo anonyme, la photo par le cadre, la photo par la diffusion, en fait. On a affaire à quelque chose qui n'était pas un art à sa création et a mis du temps à le devenir. 1826, première photo, 1984, premier musée de la photo en France. Euh, mais de plus qu'il a mis du temps à être accepté comme statut sortant de la science et l'Académie des sciences et de l'art comme aide à la copie en art. Non seulement ça a mis du temps à être reconnu comme tel, mais encore plus de temps, et c'est pas fini, à savoir ce que ces photos de rien, faites par personne, avec on sait pas qui dessus, peut avoir comme intérêt. Je me suis pas mal appuyé sur ce livre de Flammarion que je trouve remarquable. Et, euh, et surtout, j'y reviendrai sur ce petit livre de Roland Barthes, La Chambre claire. Voilà, le petite photo, je m'arrête dans les années 20, mais Kertész, qui est un pur génie, j'en ai fait une vidéo, euh, prend en photo Ernest en 1931 et Roland Barthes en 1980, dans La Chambre claire, se dit, est-ce que Ernest vit encore? Qu'est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est devenu? Voilà. C'est un roman. La photo, en contenant du temps passé, en contenant du temps densifié, va être l'occasion de croire au passé, dira Barthes. On n'en était pas sûr avant et c'est arrivé. Et je me suis énormément basé sur ce livre qui est un petit chef-d'œuvre. À chaque fois, un petit texte de Denis Roche, qui est un remarquable photographe. Vous l'avez peut-être vu, il était aussi dans la liste. Il y a 3 petits livres art presse sur la photographie, et Denis Roche fait partie de ces auteurs. Les 20 photos, c'est parti. Avec le studio Déclic qui collectionne dans son magasin plus d'un boîtier. La première qui m'intéresse, c'est la première. On l'a beaucoup regardé. On s'est aussi demandé comment on pouvait avoir attrapé cette image. Voilà un temps long de la fenêtre de Gras parmi ces forniepces. Depuis 1817, il était déjà sur le coup. Denis Roche d'ailleurs fait remarquer que on est en même temps que Napoléon et quand cette photo-là, 1826 ou 27, on a un doute, avec un temps de pause de 8 heures, puisqu'on a la lumière qui va d'un point à un autre posée sur une table depuis la fenêtre, ça n'a presque pas bougé. Euh, Delacroix publiera et fera connaître sa mort de Sardanapale. Hein. Quelque chose de l'ordre
du, du, du choc thermique d'historien de l'art. Voilà. Ça, en même temps que Delacroix, dont on verra plus tard que les artistes vont mettre du temps à s'intéresser à ce qui n'est pour le moment qu'un outil, même chez Adjet. Comment les artistes vont eux-mêmes voir que dans une image, cette première-ci, du temps s'est imprimé, non fait de main d'homme. Et s'il y a une première énigme sur cette première image que j'ai choisie, puisqu'il s'agit de voir 20 détails qui font l'histoire de l'art, de la photo, Niepce mourra un peu après. Il va se faire aider par Daguerre, qui vient du monde du spectacle, qui vient du monde du panorama, donc de la peinture qui fait voir, qui crée un trompe-l'œil. On sait aussi que les sels d'argent sensibles à la lumière, on les connaissait déjà. On en a des exemples avec, en 1777, Carl Wilhelm Scheele, qui utilise la lumière pour fixer quelque chose. Il y a une chimiste écossaise qui s'appelle Elizabeth Fulham, qui avait cette idée aussi que les sels d'or sont sensibles à la lumière, mais rien n'a survécu. Ce qui est fabuleux dans cette image et qu'on oublie assez souvent finalement, c'est que ce qu'on voit là n'est pas la vraie image. La vraie image, c'est celle-ci. Sur une plaque de métal que, que reste une image qui finalement ne se lit pas forcément très bien. Et ça, c'est un tirage. Donc, deux idées simples pour commencer par mon premier détail. La première photo n'est pas un multiple. La première photo aura besoin d'être reprise en photo pour être remultipliée. Elle est une pièce unique, rayable, qui peut disparaître. Et le début de la photographie a quelque chose de magique, puisque pour la première fois dans l'histoire des hommes, une image non faite de main d'homme apparaît. Et là, philosophiquement, ça nous emmènerait bien loin. Comment une image peut nous marquer à ce point-là, marquer au sens propre. Mais dans le même temps, on irait un peu vite en pensant que, comme Walter Benjamin l'a dit, il s'agit d'une image multiple, il s'agit d'une image unique. Et c'est à ses débuts quelque chose de cet ordre-là qui nous impressionne. L'autre première image, je m'appuie sur la chambre claire de Roland Barthes. Il a une formule qui est très belle. Le passé est désormais aussi sûr que le présent. C'est l'avènement de la photographie, non comme on l'a dit, du cinéma, qui partage l'histoire du monde. Voilà. Et ce qu'on voit sur le papier est aussi sûr que ce qu'on touche. C'était le présent qui était vrai, mais là, avec ça, le passé devient vrai. Il est palpable. Et ce que dit Roland Barthes, qui reviendra un peu plus tard dans mes explications, ce qui avait été, voilà, il y a un réel qui est nouveau, qui est du papier, qui est juste des tâches, mais cette réalité euh, nous engage, on pourrait dire quelque chose comme ça. Deuxième image qui est très impressionnante, on est en 1838 et en même temps que Niepce, William Henry Fox Talbot trouve, sans qu'il se soit concerté, euh, lui aussi des recherches en photo, comme s'il y avait quelque chose qui était un peu dans l'air du temps. Ce qui m'intéresse sur cette image-là particulièrement, c'est on voit deux ailes micro-photographies d'ailes de phalène. Donc on voit le détail qui est prodigieux, qui fait qu'on a presque affaire à de la dentelle, qui fait qu'une image, on a passé une étape alors que euh, on est en 1838 et c'est en 1839 que la photographie sera reconnue comme une invention définitive. Ce que Denis Roche signale qui est très beau dans cette image, c'est que pour la première fois, Talbot écrit avec l'aide d'une loupe, on peut compter le nombre exact de petits carreaux. Et ces recherches anglaises, ce que Denis Roche décrit, c'est que avec cette image-là, on voit que les photographes commencent à savoir qu'ils pourront tout prendre en photo. Tout sera rien du monde extérieur ne pourra ne pas être saisi. Et ça, c'est quelque chose qui se passe. Le dessinateur peut saisir le monde, le peintre, même le monde imaginaire. Mais là, on va dans un petit que bien plus tard, avec la microphotographie,
on aura des intérieurs de cerveaux de larves de mouches. Mais ici, et dans le déferlement à partir de 1838-39, il y aura une ruée pour manger le monde, en fait, pour prendre le plus possible tout ce qui est possible à prendre en photo. Et, euh, et justement, ce qu'on a sous le nez, pour aller voir autre chose que ce qui est autour de nous. Une autre image de Talbot qui est mon numéro 3, qui est une petite merveille, que j'ai commentée aussi, c'est la meule de foin de 1844, on est un peu après. Euh, le temps de pause, c'est limité. Et il y a un deuxième défi dans ce que fait Talbot, puisque on a tendance à regarder beaucoup le travail des Français. L'échelle posée donne une ombre verticale. Pour avoir cette ombre verticale, il faut calculer le temps précisément où l'ombre sera verticale. Deuxième étape dans l'évolution de l'histoire de la photographie qui fait que ce détail n'est pas un détail, il a attendu le bon moment pour que ce soit comme il veut. On aurait quasiment, avec cette meule, on a un couteau qui sert à découper l'ensemble, qui est comme une sorte de cadran solaire finalement, qui serait une désignation du temps, de l'heure qu'il est. Mais c'est pas ça que je trouve le détail impressionnant, c'est cette idée qu'il a attendu exactement ce qu'il lui fallait. L'angle de vue va avec, évidemment, puisque l'arrondi de la meule, qui est très beau sur le côté, ressort, le feuillage vert va donner une espèce d'unité parce que la sensibilité n'est pas la même, une unité qui va faire ressortir énormément l'ensemble. Les fesses de la meule, si on peut appeler ça comme ça, ressortent sur un ton clair. On a une variété de textures, une variété d'écriture, en fait, qui fait qu'on peut se balader à l'intérieur comme personne. Cette, cette gestion, cette capacité en 5 ans de rendre, pas encore tout à fait les humains, ils arrivent, de rendre quelque chose qui est pictural en un sens, avec une précision calculée. Cette image-là est une des plus belles que Denis Roche nous fait partager. On est en 1850, la photo est anonyme, et si on regarde l'image elle-même, les deux sont aussi anonymes. On ne sait pas qui c'est. Elle est signée Bor.R. Elle est son titre, on appelle ça couple tenant un daguerreotype, on est en 1850. Ce qui fait que c'est la quatrième détail, il y a deux détails qui pointent ici, parce que Roland Barthes dit dans une photo, il parle de punctum, il y a quelque chose qui me pointe, qui me dit, ah, il y a un truc particulier qui fait que c'est une photo particulière. La première des choses, c'est que dès 1850, j'étais en 44, invention de la photo, diffusion en 1839, elle est offerte au monde par l'Académie des sciences et des arts. On voit que c'était un objet. C'est-à-dire que cette petite photo, pièce unique, se glisse dans un petit boîtier, on l'enferme, on le garde sur soi, comme on pourrait avoir une petite mèche de cheveux avec un enfant ou une fiancée, qui fait qu'on garderait toujours contre soi. C'est pas fait pour être exposé, c'est fait pour être avec soi. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est montré quand on regarde quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais quelque chose de l'ordre de la marchandise, en fait, qu'on balade. C'est-à-dire que la boîte est aussi importante que la photo elle-même. Et c'est un détail qui est pas négligeable de penser que ce monde de la photographie qui va d'un seul coup se multiplier, euh, se transmet sous forme d'objet. Euh, Prenez du recul, une peinture, c'est pas un objet, pas tellement. Un timbre un peu, si on prend des images, une photocopie, un flyer, un autocollant, c'est un objet et on peut avoir plaisir, une pochette de disque à se balader avec. C'est d'ailleurs ce côté un peu simple qui nous touche. Là, on a un objet qui est précieux, qui doit être gardé. Ça, c'est le premier détail, mais il y en a un autre qui est fabuleux, c'est celui-là qui intéresse Denis Roche. Alors, il fait l'hypothèse, c'est peut-être un homme et sa sœur.
peut-être qu'ils sont époux, peut-être qu'ils sont cousins germains ou qu'ils sont fiancés, mais surtout, ils tiennent une photo. Et elle est importante, hein, ils la saisissent tous les deux à deux mains matériellement, c'est-à-dire on voit la plaque, on voit le cadre un peu lourdingue qui a l'air d'un peu de la contraindre. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens qui sont des fantômes pour nous nous montrent leurs fantômes à eux. C'est-à-dire, est-ce que c'est leur mère et l'un des deux serait l'un des deux? Est-ce que, et si c'était le cas, on peut prendre des termes un peu rigolos, c'est méta de méta de méta, parce que alors là, l'image dans l'image dans l'image, on ne sait plus. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là dit Denis Roche, il dit réfléchissez bien, il ne peut y avoir de pléonasme en photo. Une photographie, quelle qu'elle soit, parle déjà deux fois du temps. Une fois parce qu'elle le saisit et une autre pour dire qui vient de passer. Ce qu'on voyait sur l'image d'avant. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la complexité et qui amorce le fait que la photo va devenir un art, c'est-à-dire qu'il y ait de la pensée dedans. On a une image dans l'image, une image qui renvoie à quelque chose qu'on doit regarder, mais que ces gens-là nous montrent et qui, presque comme un puits sans fond, fait qu'on n'arrive pas à savoir euh, ce qu'il y a dans ce trou vide, dans cet abîme de temps qui est devant nous. Alors sur celle-ci, c'est pas une image qui est très connue. Choiselat est le modèle qui a été représenté. Il est Marie-Charles Isidore Choiselat, il est daguerréotypiste, hein, il est dans son atelier. Et puis il est en collaboration avec Stanislas Rattel, et donc ils ont fait l'image à deux. Ce qui me plaisait dans cette image et qui me semble un détail qui là aussi commence à fabriquer quelque chose que tout le monde connaît quand il est pris en photo, c'est que on voit bien que le modèle, voilà, ils sont deux, ils travaillent, tu t'as qu'à poser. Comment est-ce que tu t'assois? Ben alors, tu t'assois sur le tabouret, puis tu croises les jambes, et alors tu tiens le livre que tu t'arrêtais à tenir, et puis et puis tu tu as le décor qui est derrière toi de notre endroit de travail. Et puis si tu tiens ce livre, c'est parce que soit tu étais en train de l'utiliser, mais soit pour la postérité, on va dire, tu tiens un livre. Ce qui est en train de se jouer, c'est que c'est pas le photographe qui va voler l'image, c'est le modèle qui commence à y participer. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que la photographie initie quelque chose de l'ordre de la mélancolie, c'est-à-dire qui était là, ce qu'on a vu avant, qui nous est montré, mais aussi qu'est-ce qu'avec son corps et sa posture, il voulait nous dire. Qu'est-ce qui s'est mis en place devant nous qui fait que pourquoi il pose comme ça, pourquoi il alors, le cadrage pourrait être celui du photographe, mais du daguerréotypiste. Mais il y a quelque chose qui nous parle à tous et qu'on connaît très bien, c'est, je vais le dire d'une façon amusante, fais comme si tu regardais pas l'objectif. Voilà, prends un air du gars qui regarde pas comme si tu étais pris en photo. Ce qui est le début de tout photographe d'ailleurs, hein. C'est-à-dire fais comme si j'étais pas là, alors que nous, spectateurs, et nous, photographiés, et nous, photographes, on sait très bien que tu étais là, puisque je suis en train de te prendre en photo. Ce que dit Denis Roche, qui est une merveille, c'est que, pour le dire d'une façon amusante et puis sérieuse, il se crée un vocabulaire de la posture, celui de pas regarder directement, de prendre l'air absorbé, de tenir un livre, d'avoir l'air de pas poser. Ce qui donne, on est tous dans ce cas-là, tout à fait un ergodiche du mec qui pose pas. Ça fait style, je pose pas. Ce que Denis Roche dit d'une façon beaucoup plus belle, c'est il y a avec cette image-là une ouverture dans la photographie pour toujours. Il prend le prétexte de cette image-là, il le dit d'une façon qui est belle. Le photographe comme son sujet sont appelés à demeurer définitivement dans ce que Edgar Poe appelait l'habitacle de la mélancolie. C'est-à-dire, il a l'air songeur, mais le fait de saisir du temps qui passe et qui disparaît
la mélancolie, quelque chose qui a eu lieu et qui n'est plus là. On l'a dit sur l'image de Niepce, la première. Il y a de toute façon quelque chose de l'ordre de la mélancolie dans toutes les photos. Mais la posture elle-même a l'air d'y faire penser plus volontiers. Cette photo-là est d'un photographe très réputé, Charles Nègre. Il a fait pas mal de séries, euh, mais habituellement, le travail en série de Nègre est plutôt académique, c'est-à-dire des choses qui font penser à l'histoire de la peinture, qui font penser à l'histoire du dessin, et, à la façon de composer avec des postures connues, conventionnelles. Ce qui plaît sur cette photo, c'est que on voit que le modèle n'est pas en train de poser. On voit qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de l'oubli, c'est-à-dire le chiffon sous les pieds, la posture des jambes qui se tient pas tout à fait bien, peut-être presque saisie, l'air songeur du modèle, le fond qui est un peu disparu. J'ai d'ailleurs assez peu parlé de photos de nu. Voilà, autour de l'image, autour du modèle lui-même, le pare-feu, les plaquages de bois qui sont derrière, est-ce que ce sont des toiles, la cheminée, les étagères, les morceaux de lumière qui sont sur le haut, on dirait des objets, puis cette espèce de tissu qui est dans le fond, tout comme le rideau qui est sur le côté. Il y a des tas d'éléments qui, si on cherche, puisqu'il y a toujours des indices dans une photo, elle a, et c'est Edgar Poe aussi qui le dit, il y a quelque chose qui s'est passé et que l'on doit chercher, que l'on doit trouver. Euh, mais finalement, dans cet abandon, il y a quelque chose de plus sensible. Dans cette, entre guillemets, photo ratée qui ne ressemble pas aux conventions, va se glisser ce qui va devenir la photographie vraiment. C'est-à-dire beaucoup de choses autour de l'image, beaucoup de choses hors du champ de l'image qui entrent dans l'image par le système d'indices. Qui est cette fille? Pourquoi elle s'est arrêtée? Il y a quelque chose de plus touchant que nous, spectateurs, allons commencer à vouloir déceler. Celle-ci est plus formelle. J'ai choisi des images assez différentes. Elle est Banville, vous vous en souvenez, le monde entier, Fenton aux États-Unis, Ténard en Égypte, parce que c'est le grand moment de la colonisation et du progrès industriel. Charnay en Amérique du Sud. Euh, voilà, Gabriel de Rumine à Jérusalem. Tous les photographes vont être missionnés pour partir dans le grand monde et rapporter du monde euh, des images de ce qu'on ne pourra pas voir, en fait. Ça, c'est Walter Benjamin qui le décrit. On a quelque chose de nouveau qui fait que je peux être à un endroit où je n'étais pas. Alors, j'ai pris celle-ci parce que 1863, on pourrait imaginer que Flaubert est dans le coin. Euh, cette vague d'égyptomanie est à son comble. Alors, qu'est-ce qui fait que celle-ci est un peu particulière? Déjà, c'est sa frontalité. On a une grande pyramide et on voit que tout est fait pour être dans l'axe central, hein. On a un ciel sans rien, la pyramide est au milieu, le visage du sphinx, la pyramide, c'est Képhren derrière, euh, est dans l'axe lui aussi. Le sol est pas tout à fait droit, mais parallèle. Tout est fait pour être somptueux, impressionnant. Peut-être même que le seul petit humain là sert d'échelle, ou peut-être celui-ci, pour qu'on voit l'immensité. Donc il s'agit de montrer le monde, il s'agit de montrer l'ampleur du monde. Et à côté, les humains sont des petites miettes. Euh, c'est face à ce monde immense, il y a quelque chose de cette fragilité, justement. C'est
Denis Roche qui dit regardez cette image, il y a pas de biais, il n'y a pas de raccourci, pas de prudence, pas d'humilité, pas d'effet, pas d'anecdote. Les personnages ne sont là que pour l'échelle, rien ne vient distraire le regard. Rien ne limite ce frontal, cet effet de géométrique qui est magnifique d'ailleurs. Qu'a recherché l'auteur, c'est-à-dire on sent que cette image est voulue, construite. Et comme d'autres fois, comme j'essaye de le tirer tout doucement par petits exemples, il y a toujours quelque chose d'autre qui se glisse dedans, qui fait qu'il y a un petit plus. Il y a des barres transversales plus ou moins sombres, plus ou moins claires, plus ou moins pierreuses, plus ou moins sableuses, des diagonales qui s'opposent de ce côté-là, de ce côté-là, le croisement de l'un. Mais le seul petit morceau que Denis Roche voit poindre, c'est cette petite irrégularité. Le seul truc pas contrôlé, c'est l'ombre qui donne l'indicateur. Oui, tout est découpé, tout est géométrique, tout est contrôlé. Et puis le seul truc pas contrôlé, c'est cette petite tache de gras d'ombre qui fait comme une petite silhouette qui montre la distance du personnage par rapport à ce qui est devant, qui montre que le temps est en train de passer. Et comme dans toutes nos enquêtes, c'est l'ombre qui dit quelque chose. La photographie, c'est l'écriture de la lumière. Comme d'habitude, je m'appuie sur Denis Roche. En plein cœur de l'image, une minuscule ombre à demi renversée qui s'en va, de l'homme chapeauté vers sa droite et que le temps aura épinglé là à la boutonnière du Sphinx. C'est beau, des gens qui savent écrire. Dans la continuité, une autre image, une série d'images d'ailleurs qui est redoutablement importante. Henri Jacquard va avoir l'idée, on lui commande euh, de représenter le monde extérieur. Et puis, cette série d'images, elle est une façon pour les scientifiques de commander aux photographes une enquête du monde racial, raciste, c'est-à-dire de fabriquer des types qui font que le cadrage est identique, le regard est frontal, euh, l'ensemble peut montrer des détails de tenue, de corps, de posture. Le traitement alors, c'est assez particulier, c'est pour ça que ce sont les photos d'Henri Jacquard qui m'intéressent. Euh, c'est assez curieux parce que c'est très beau, cette humanité. Quand on n'a pas ce regard, quand on essaye de pas avoir ce regard, parce qu'il a énormément structuré notre monde, hein. Ce regard qu'on appelle racisé maintenant, c'est-à-dire de voir d'autres gens que moi dans ces images-là. Ces autres moi sont séparés de moi, c'est ça qui est racisé, c'est de voir qu'il y a une différence alors qu'en fait, il n'y en a pas. Nous sommes la même espèce humaine. Cette différence se fait par la tenue, se fait par la posture, se fait par la façon dont l'ensemble est montré en série. Alors, ce qui est particulier à Jacquard, qui rend moins supportable ces images, c'est que les modèles seront rémunérés. Euh, il va prendre en photo des membres de la cavalerie algérienne qui sont à Paris en 1851. Euh, et au-delà de cet impératif scientifique, parce que cette colonisation qui se fait sur tout le 19e, en racisant les gens, en les mettant en case, va justifier culturellement, c'est bien là que les images ont quelque chose à nous dire, à raconter, à faire comprendre. C'est que cette organisation culturelle qui différencie les gens va permettre ensuite de les classifier vers le plus bas pour que l'homme blanc européen soit supérieur. Et que ces images participent à ce rangement et cette classification. Voilà, c'est un détail qui est pas un petit détail, hein. C'est cette façon de regarder le monde folklorique est une façon de ranger tout le monde.
Agassiz, qui est professeur à Harvard, et embauchera le daguerreotypiste Zélie à Columbia pour qu'il photographie des esclaves hommes, femmes nus pour valider une théorie de différenciation raciale en les classant. Donc, chez Jacquard, on a quelque chose qui est plus respectueux et qui, euh, du fond de ce lointain du temps et de la géographie, nous touche. On peut voir autrement des images que ce pourquoi elles ont été faites. Je reprends un petit extrait de Roland Barthes. Il y a quelque chose de, de passionnant dans le livre de Roland Barthes, du temps où je m'interrogeais sur mon attachement pour certaines photos. J'avais cru pouvoir distinguer donc le studium, l'ensemble des infos qu'il y a dans l'image. Voilà, les vêtements, le contexte, ce qui est autour. Et il le différenciait du punctum, c'est-à-dire ce qui me toucherait, ce détail. Et ce que dit Barthes au milieu de son livre, c'est que il y a un détail qui nous touche à chaque fois, c'est que ça a été quelque chose, a eu lieu. On l'a vu avec la première image de Niepce. Mais dans l'image qui est sous nos yeux, qui est de Alexander Gardner, on a un portrait de Lewis Payne de 1865 et quelque chose est plus puissant encore puisqu'on voit aux menottes qu'on est en prison et que ce beau garçon attend d'être pendu. Et Roland Barthes a une formule redoutable, il est mort, il va mourir et il nous regarde. Cet abîme de temps qu'on avait vu dans le cadre qui montrait une photo d'une photo d'une photo, cette espèce de mélancolie qu'il y a dans le fait de pas prêter attention et d'avoir l'air d'être ailleurs, c'est pas un petit élément banal que ce soit la mort, en fait, le temps passé, le temps de disparition qu'il y a contenu dans chacune des photographies. Et que quelque chose de très très puissant est né avec la photographie, qui ne fait pas partie tout à fait de l'histoire de la peinture et du dessin. Même s'il s'agit pour la peinture, le dessin, la sculpture de garder une trace, la naissance du dessin, c'est une ombre que le potier débuta de trace pour garder le souvenir du fiancé de sa fille. C'est la fille qui le trace et le potier en fait un relief. Il y a quelque chose de la trace et de la disparition dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire des formes, mais quelque chose de plus, c'est pour ça que le mot abîme va bien, quelque chose de plus profond et dans la photographie qui nous montre ce qui est autour de nous. Plus léger, ma 10e photo, c'est la place de la photographie comme support pour les peintres, en fait. C'est assez récent qu'on commence à s'intéresser à la place que la photographie occupe. Pourquoi? Parce qu'elle est un loisir. Elle est un peu Bonnard, Villard, Degas s'en amusent. Et donc, c'est pas de l'art sérieux. Alors, ça peut pas être tout à fait rangé dans le musée qui montre ce qu'ils font. Et puis, depuis une quinzaine d'années, dans les expositions, tout doucement, c'est invité le travail des photographes pour regarder comment ils regardent. Est-ce que le travail personnel, individuel, peut coller au travail de construction plus élaboré, à l'autoportrait quand il se met en place? Et pour Bonnard, et l'exemple est merveilleux, toujours à sa femme c'est-à-dire son modèle préféré. Le premier plan flou, la découpe du corps comme presque un 4, le mamelon qui sort juste dans le clair, le flou du visage qui se confond avec le flou de la lumière en contre-jour. Si vous avez en tête de la peinture de Bonnard, on est dedans, hein. On n'est pas dans la netteté,
on est dans un vocabulaire que la photographie commence à se faire elle-même, le flou. Le fait que quelque chose puisse ne pas être tout à fait identifié et que cette non-identification ajoute un mystère, ajoute une information incomplète qui va nous faire rêver ou nous faire chercher qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que le modèle regarde, est-ce que c'est juste parce qu'il a bougé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est découpé? Parce que la tête est floue, le premier plan est flou, mais la cuisse, le seau, le mamelon, tout ça se reconnaît. Euh, comment et la diagonale qui relie le rideau au bras, à la cuisse et au pli, Bonnard, il sait ce que c'est composer. Euh, Ce flou, c'est déjà euh, un langage que la photographie s'invente. La onzième photo, c'est un détail qui passe d'une image à l'autre. Et c'est le passage de la libération de la photographie comme objet pictural vers l'objet photographique même. Il s'appelle Edward Station et il a pris, dans ses débuts, on l'a vu, la photographie va copier la peinture, elle va être pictorialiste, elle va utiliser des papiers, du bitume de Judée qui fait qu'il y a un grain assez fort qui donne une impression de fusain ou de peinture. Et puis on voit dans les quatre autoportraits de Station que j'ai pris que quelque chose est en train de se libérer, c'est-à-dire que de cette copie du monde pictural qui permettait à la photographie de se faire accepter comme un art, d'être plus familière à ceux qui regardaient de l'art, euh, cette netteté qui s'impose va être un moyen de dire qu'elle dit la vérité, qu'elle est sérieuse, qu'elle est plus précise. Et on peut avoir des choses qui se découpent et des choses qui sont floues. Des choses, on voit que le déclencheur est dans sa main, euh, qui permettent d'être totalement contrôlées. Et chez Station, petit à petit, de se libérer totalement du rapport à la peinture. Sur cet autoportrait, on est en 1900, c'est au MoMA, le tirage. On a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la peinture. Même si on pourrait dire la douceur, la blondeur, peut-être le manque de contraste, le fait qu'il n'y ait pas de noir vraiment sur l'image, pourrait être encore un petit dessin, une aquarelle. Non, il y a quelque chose du regard frontal, fixe, partagé, qui nous regarde, qui regarde l'objectif et qui est choisi et qui est composé entre l'ensemble découpé, le tirage qui permet de choisir qu'est-ce qui va être montré. Voilà, on voit que Station contrôle son apparence, contrôle sa silhouette, contrôle tout en fait. Mais que sur l'évolution de son travail de la fin du 19e à 1900, il s'est passé quelque chose pour l'histoire de la photographie. Station sera proche de Stiglitz, de la revue Camera Work et donc de l'autonomie de la photographie comme monde en soi. Cette image-là est une petite merveille. On est en 1907 et c'est Sophie Tolstoï avec l'écrivain. C'est l'anniversaire de leur mariage et il y a quelque chose qui est simple à regarder sur cette image. Euh, Elle a un Kodak sur un trépied, il a un soufflet, elle le pose et elle cadre le mari, qui a l'air, et c'est pas qu'un air pas commode, puisque toute sa vie, il a épousé Sophie Andreevna depuis 45 ans, avec l'idée d'assurer sa descendance, voilà, 13 enfants d'affilée, avoir à demeure la plus compétente des secrétaires, un régisseur pour l'ensemble de ses domaines, une maîtresse de maison enviée, une archiviste hors pair, une bonne, une infirmière corvéable à merci, puisqu'en plus, elle est fille du médecin personnel du tsar.
Voilà, ce qui est fascinant, c'est pas qu'on ait Tolstoï devant nous, c'est cette espèce de non-complicité qu'ils ont, c'est-à-dire parce que Tolstoï, malgré les avantages d'épouser Sophie, euh, et pourra écrire en 1902, les femmes nous enfantent, nous élèvent, nous donnent du plaisir, puis commencent à nous tourmenter, puis nous dépravent, puis nous tuent. On peut faire plus aimable. Ce qui est passionnant, qui me fait un peu songer à la photographie de tout à l'heure de Stanislas Rattel, où le modèle faisait mine de ne pas regarder. Ici, c'est le regard de Sophie qui est passionnant. C'est que euh, vous avez dû déjà voir ça souvent. Le modèle pose, on vient le retrouver. Elle a une espèce de discrétion, en fait, de quelque chose d'un peu retenu qui fait qu'elle est attentive dans son visage, dans sa mimique, dans ses mains même. Elle est attentive au fait que la photo va marcher. Comment est-ce que c'est? Est-ce qu'on est prêt? Lui, il s'en fout. C'est pas sa question à lui. Il y a quelque chose qui est en train de compliquer l'image, c'est que le modèle est le photographe et qu'avec ce système de retardateur de Kodak, elle, euh, elle cadre, elle regarde l'image qu'elle veut faire et puis après elle va sur l'image, mais reste sur son visage ce souci d'être bien vue. J'ai choisi une série d'images pour mon 13e détail qui est importante. Nous sommes en 1900 à l'Expo universelle de Paris et il y a un passage tout à fait étonnant puisque c'est l'exposition des Noirs américains que l'on voit ici. Nègres d'Amérique. Donc on a une façon pour l'Occident de montrer des êtres à part, inférieurs, esclaves, esclaves encore. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette image-là, c'est que c'est l'intention de ce monsieur. Il a décidé de présenter, il est photographe, il a décidé de montrer le génie noir américain. Il y a une statuette de Frédéric Douglass qui a écrit un livre extraordinaire sur son histoire d'esclave. Mais il y a aussi dans toute cette pièce des volumes qui présentent 400 brevets officiels d'Afro-Américains, des photographies d'établissements d'enseignement, une bibliographie afro-américaine du Congrès avec 1400 titres. Et cette envie vient aussi du bois, tous ces premiers hommes en 1900 qui participeront à la reconnaissance du, du statut des Noirs américains. Le but de l'exposition, c'est de démontrer les progrès et de commémorer la vie des Afro-Américains au tournant du siècle. Les photos, c'est Thomas Askew, c'est-à-dire 500 photos d'hommes et de femmes afro-américains, maisons, églises, entreprises, paysages. Voilà, ce que Thomas Askew décide de montrer par la photo, c'est la fierté noire, en fait. Et d'une photo de gens, d'une photo de petites filles, d'une photo de belles femmes, il y a autre chose qu'être juste le modèle. Il y a autre chose que montrer sa vie, du temps, des vêtements, de la beauté. Il y a autre chose qui est diffuser l'image pour montrer ce qui ne veut pas être vu. Et ça, c'est pas un détail du tout. Toutes ces images sont de Thomas Askew. Je change 14e image. Il y a quelque chose qui est invraisemblable dans les images que va faire Muybridge, à peu près en même temps que Marais. Déjà, vous connaissez sans doute l'histoire, Muybridge, presque une légende, un pari de riches propriétaires anglais. Si vous avez l'occasion, lisez la vie de Muybridge, parce que ça finit mal, c'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. On pourrait pas en faire un film tellement c'est filmique. Voilà. Est-ce qu'un cheval qui galope a les pieds sur le sol? L'œil humain ne peut pas le faire. Le pari est lancé, il faudra beaucoup d'argent pour gagner, et donc il y a de quoi s'intéresser au sujet. Muybridge va fabriquer un fusil qui permet de prendre en photo tous ces éléments que l'œil nu n'arrive pas à voir. Et donc sur un fond uni avec des éléments cotés qui permettent d'avoir des repères sur l'ensemble. C'est en 1872 que Stanford, riche propriétaire, promet 25 000 $. Il faudra 6 ans à Muybridge pour arriver à apporter cette preuve. Ce qui est intéressant, c'est pas la prouesse technique, hein. Ce qui est intéressant, c'est trois choses et qui sont pas du tout un détail. Donc, le fusil permet d'avoir, comme disons, une espèce de camembert, des plaques photographiques qui vont se déclencher à toute vitesse lorsque le, le modèle passe devant l'ensemble. Là, c'est publié en 1881, genre, le livre est en 87, et ce sera plus de 20 000 instantanés, hein, sur 781 planches qui s'appellent Animal Locomotion, c'est-à-dire comment l'animal se déplace. Ce qui est fou, c'est trois choses. Premièrement, ces images montrent le monde qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, le mouvement. Et ça va avoir un énorme impact sur l'histoire de l'art. La photographie était en train de prendre son indépendance, de se déplacer par rapport au monde de la peinture. Mais là, cette petite photo arrachée dans un livre de 1887, donc de Muybridge, elle était collée dans l'atelier de Francis Bacon. Et là, il y a quelque chose qui s'inverse, c'est-à-dire que Francis Bacon va se servir de ces images et de cette construction d'un corps à trois pattes, qui n'est pas ce que voyait Muybridge, mais que les peintres vont voir dans la photographie. On va basculer tout doucement d'être de l'art à être un outil de l'art. Ça, c'est la première des surprises. La seconde des surprises, qui est pas petite, c'est c'est Denis Roche qui me le fait voir, c'est que ils sont tous à poil, et ça n'est pas considéré comme pornographique à aucun moment. C'est-à-dire, c'est scientifique. Alors le regard, il est, il a à chaque fois un objet ou un entonnoir précis. C'est-à-dire que c'est pas porno d'avoir des gens tout nus en train de se battre, en train de se mélanger, en train de se superposer comme une espèce de corps. Euh, c'est pour les étudiants de beaux-arts ou pour les amphis de médecine. Et, euh, et le regard qu'on a aujourd'hui sur ces nus, c'est une bonne façon de voir des garçons tout nus. Ça arrive pas tout le temps finalement, et c'était pas tant que ça dans l'histoire de la peinture. C'était plutôt des filles, pas en tout cas en train de se battre, pas en tout cas en train de devenir une forme. Et c'est sur ce fond quadrillé, c'est ça qui va tant plaire à Bacon. Cet élément de science va aussi devenir le sujet de la peinture. C'est-à-dire que cette recherche du monde du progrès, du monde de la recherche médicale, optique, scientifique en plus général, va devenir le sujet de déconstruction du mouvement, qui va tant plaire aux futuristes italiens et à un certain Duchamp et son nu descendant l'escalier. L'image est en train de devenir indépendante, de se mettre à circuler n'importe où et d'être reprise, avalée et digérée pour devenir tout à fait autre chose. Ça n'était pas dans l'intention de Muybridge d'être artistique, aucunement. Et ça le devient. L'image est en train de nous échapper et ça, c'est pas un détail du tout. Encore Denis Roche, qui j'espère que ça donnera envie de lire ce magnifique livre, Le boîtier de mélancolie. Alors là, je suis presque obligé de vous lire ce texte. Et ça serait presque
un problème de copyright. Qu'est-ce qui est fou dans cette photo, c'est qu'elle est anonyme. On ne sait pas qui l'a faite. On voit bien que c'est un lit, une armoire d'un soldat à Fort Wood, à New York, en 1907. La question que pose Denis Roche, et qui est une merveille, c'est pas qui l'a faite, c'est un peu qu'est-ce que ça montre, mais ça va avec notre enquête qui quand même continue à se développer, mais c'est pourquoi faire cette photo? Parce que quand même, c'est un détail. À partir du moment où la photo n'est plus un lieu d'enregistrement du monde, plus un inventaire, une quête de tous les paysages du monde, de tous les visages du monde, de tous les célébrités du monde, même chez eux avec leurs femmes, voilà, la photographie devient un acte intentionnel. Qui fait cette photo? Pour faire quoi? Pour qui? Pour la donner à qui? Voilà, cette disparition du temps, de la mort, du ça a été que Barthes nommait, toute cette information de quelque chose qui a eu lieu se trouve la tête en l'air avec ce détail, c'est-à-dire pourquoi faire cette photo? On voit bien, dit Denis Roche, que c'est bien rangé. On voit que ça a été pensé en fait. Le, 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 le cadre est, vous voyez, on s'est un peu éloigné, c'est pas trop collé. On a quelque chose qui est assez géométrique. Le parallépipède du rideau, le parallépipède du placard, mais le placard a été ouvert pour qu'on voit l'intérieur. On a baissé le store jusqu'en bas pour que ça fasse ça. Et puis, on n'est pas tout à fait centré sur le lit. Et puis, euh, on a ces lignes de structure du lit métallique qui sont vraiment bien régulières. Et puis, la, la, l'ensemble des objets qui s'est trouvé là est à la fois montré et en même temps, si c'était un inventaire pour militaires, on aurait les deux portes ouvertes. Voilà, quelque chose nous indique que l'image a été pensée. Quelque chose dans tous ces détails nous montre que ça a été voulu. Et on n'en saura pas plus. Voilà, l'image, Denis Roche dit, c'est pas une célébration ni un constat, c'est au-delà. Et il a encore une fois une formule merveilleuse. Il dit, je le dis à ma façon, tout ce qu'on n'arrive pas à savoir de cette image, on pourrait passer devant et puis pas l'avoir vue, on s'en fout. Voilà, mais puisqu'on s'y penche, tout ce qu'on ne saura pas, c'est ça qui est le photographique. Et c'est pas un petit détail. On pourrait faire 16e image, Charles Marville. Marville a une mission qui est tout à fait intéressante. Il a été peintre, il était graveur, et puis il est associé à un jeune architecte qui s'appelle Daviou, qui a fait le merveilleux théâtre d'Étampes à Étampes, un chef-d'œuvre, et qui surtout fera le théâtre de la ville, et aura comme mission par le baron Haussmann de fabriquer tout le mobilier urbain parisien, c'est-à-dire Daviou fait Paris, les réverbères, les bancs, les colonnes Maurice, les fontaines Wallace, tout ça sera dessiné par Daviou avec un sens du détail et de l'ornement qui est une très belle chose. Ce que Daviou va demander pour le compte de la ville de Paris, c'est de prendre en photo les éléments. Marville prend des pissotières en photo, prend des bancs, prend des... Et donc là aussi, on a affaire à une photographie qui n'est qu'un document, qui ne sera jamais exposé, qui ne sera jamais montré, qui va être d'ailleurs euh, pendant 20 ans, Marville va ranger dans son bureau tout le travail fait. Il n'y a rien de particulier. Il y a rien qui est fait pour être artistique. Il s'agit de montrer le mieux possible ce qui est devant nous. Et alors, la question qui est un détail et que je pourrais presque laisser ouverte, c'est pourquoi est-ce que ça nous plaît? Est-ce que c'est juste, mettons ça sous couche superposée, est-ce que c'est la couche d'un Paris qui n'existe plus? Est-ce que c'est la couche de l'idée du Paris comme j'aime le voir? C'est quand même la ville du 19e siècle, hein, c'est ce qui plaît encore aux touristes. Est-ce que c'est quand même cette
art de faire ressortir fond blanc, nuances de gris sur les bases du lampadaire, transparence, reflet, colonnade noire, tout est merveilleusement composé. C'est pas une image si documentaire que ça, hein. C'est pas juste vite fait, mal fait. C'est construit. Euh, et il y a de ça aussi dans la nostalgie de ce que je vois là. C'est une image qui est technique, mais la photographie a l'art de montrer pas que du temps, en fait. L'intention qui a préfiguré pour faire l'image, elle est aussi ce qui va nous parler. Alors, l'exemple le plus merveilleux, c'est le plus fort celui-là. C'est c'est, euh, c'est que dans les années 20, je ne suis pas tout à fait fan de Breton, on m'a rien demandé. Mais il y a quelque chose que Breton fait d'extraordinaire, c'est que quand il publie Nadja, il y inclut des photos. On est dans les années 20, ça fait un siècle que la photo existe, elle n'est pas encore tout à fait considérée comme un art, hein. Même si Nadar est passé par là et que quelque chose de l'ordre du langage photographique s'est créé. Ce que Breton fabrique avec Jacques-André Boiffard, qui va être un des photographes non crédités. Il va demander des photos à Boiffard où il va piquer dans l'ensemble des images de Boiffard des choses qui existent. Alors, deux coups de génie. Pas d'auteur signalé, pas de légende. Ça, c'est déjà inattendu. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la photo illustre. Non, elle n'a rien à voir avec le récit. C'est-à-dire que de la valeur de document qu'on voit ici, Breton, en le sortant du contexte, et la page à côté, elle avoue qu'elle avait l'intention de manquer le rendez-vous dont nous avions convenu. J'ai observé en la rencontrant qu'elle tenait à la main l'exemplaire des pas perdus que je lui ai prêté. Il est maintenant sur la table et à en apercevoir la tranche, je remarque que quelques feuillets seulement en sont coupés. L'image qui est à côté fabrique un hors-champ. Il y a déjà dans le cadrage de toute image, on trace un cadre et donc un morceau est vu. Vous voyez pas mes jambes, vous voyez pas que je suis en pyjama. Et donc, hors de l'image, il y a le monde qui continue. Ce que la photographie fabrique, c'est qu'elle fabrique du hors-champ spatial, mais du hors-champ de temps. C'est-à-dire, on ne sait pas tout ce qui va avec avant et après. Mais ce que Breton fait en empruntant des images qui ne sont pas faites pour ça, dont l'intention n'a pas été directement celle-ci, c'est une façon de convoquer l'image à dire autre chose que ce qu'elle nous dit ou ce pourquoi elle a été faite. Et le chef-d'œuvre en question, c'est cette image de Hadjet, une éclipse. On est en 1912, ça fait partie de la collection Eastman de Kodak, hein. Et donc, les gens sont en train d'assister à une éclipse de soleil. Hadjet, vous vous en souvenez, est un photographe tout à fait documentaire. Il prend en photo tout ce qui est autour de lui le plus banalement possible. Et d'ailleurs, quand on découvrira les milliers de clichés qu'il a, ils sont rangés par famille, les portes, les arbres, les rues, voilà, pas du tout d'intention artistique. Et ça va jusqu'au bout de la logique, c'est que cette image, c'est Man Ray qui la découvre, le merveilleux photographe surréaliste, et il proposera d'utiliser ce 17 avril, place de la Bastille, pour la couverture de la Révolution surréaliste, parce qu'il y voit cette question du regard. Ils sont en train de regarder un truc qu'ils peuvent pas voir. Et déjà, le décalage suffit à en faire une image passionnante, c'est-à-dire un document sur une éclipse avec des gens dans la rue se retrouve en couverture d'un magazine d'art. Mais le petit détail qui tue, c'est que le numéro date de juin 1926. Hadjet refuse d'être nommé. Il ne veut pas être associé à cette démarche-là. Il n'a pas compris ce que Man Ray et Breton ont compris
de ce que l'image photographique charrie, plus que ce que l'on voit. Il me reste 3 images. Le surréalisme est au cœur du travail de Outerbridge, c'est-à-dire une image pour une publicité peut devenir un pur régal de forme, peut devenir un pur dessin, presque abstrait, une forme qui est très belle d'ailleurs, de l'incision du col fin jusqu'à sa tenue sur la pointe. Vous voyez comment le rendu des nuances de gris est parfait, hein, puisqu'on voit l'épaisseur blanche sur le côté. Cette découpe ressort d'autant mieux quand elle est sur fond foncé. L'ombre portée n'est pas trop forte, alors que pourtant on a un éclairage qui est très très fort ici, qui ne retire pas l'écriture, la publicité est là pour ça. On arrive à un degré de dosage de la lumière, mais c'est pas le savoir-faire technique qui est impressionnant ici. Ce qui est impressionnant, c'est cette étrangeté de l'image voulue, suite aux images surréalistes, même si les dadaïstes avaient déjà commencé à fabriquer, à utiliser l'image photographique des revues déchirées, découpées, transformées, changer d'endroit, mise la tête à l'envers dans les découpages d'Anna Hawke. Ce que fait Outerbridge ici, c'est qu'il récupère l'étrangeté à son compte et on s'attend pas forcément à ce que la publicité soit capable de faire ça. C'est ça qui est tout à fait fou et tout à fait puissant dans cette image. Cette rigueur formelle, cette construction, cette gestion du blanc, du gris, du noir, oui, mais c'est cette capacité qu'aura Kertész aussi dans la publicité à faire sortir l'objet de son contexte sans lui nuire. Kertész, c'est mon avant-dernier. On finit sur des détails qui font que la photographie est un art. Alors, André Kertész, Claude Cahun, les 2 derniers, Kertész faisait des photographies marquées par le surréalisme d'ailleurs, des photographies de rue, des photographies de portraits, Mondrian, bar, voyage, États-Unis, atelier, des gens de la communauté à Paris dans les années 20, et puis dans les années 30, on lui propose, pour amuser les lecteurs, de faire des nus déformés et d'utiliser le miroir déformé pour créer quelque chose qui soit, avec un projecteur, un studio et 2 jeunes femmes, qui soit une autre image que ce à quoi on s'attend. Alors, Kertész est plutôt pudique, il a pas fait tellement de nus, et puis c'est pas du tout son sujet en fait. Il y a rien dans l'œuvre de Kertész qui est autour de cette sensualité. Et ce qui est prodigieux dans ces images, c'est la déformation va avec ce qui se passe dans les années 30, en sculpture, Henry Moore, Harpe, tous les gens de la forme pure, abstraite, qui fait qu'on n'a plus l'érotisme qu'il pourrait y avoir dans un nu, dans ces formes qui sont devenues des formes presque minérales, des cailloux, des morceaux des galets. L'ensemble peut paraître presque surréaliste, mais c'est aussi quelque chose de l'abstrait qui est là. C'est que la déformation martyrise le corps. On peut penser que Bacon aimerait ça, hein, et donc retire de la sensualité au modèle. Ce qui est impressionnant dans cette série d'images, déjà, c'est l'ensemble qu'il faut voir, hein, mais c'est aussi la toute première, hein, qui m'impressionne, c'est que on distingue un détail qui est important, c'est le photographe est là, et il y a quelque chose qui est presque une astuce qu'on peut décrire. Si vous avez vu Le Voyeur de Michael Powell, c'est un photographe qui a un fantasme de prendre en photo les gens au moment où il les tue.
C'est un très beau film, hein, qui est pas du tout, qui est pas lugubre, euh, et qui est tout un travail justement de Michael Powell sur ce qui est regardé, et donc des jeux de distorsion, de déformation de la victime dans l'objectif, de l'objectif de la caméra lui-même quand il regarde des choses qui se transforment. Et on a l'impression, tel un criminel, justement, que la pointe du trépied de Kertész vient d'épingler le modèle. La dernière, c'est un génie. La dernière image qui fait qu'en 100 ans, on a basculé d'une recherche à quelqu'un, Claude Cahun, qui fabrique des images d'une grande complexité. Un chef-d'œuvre, celui-ci pourrait suffire. Voilà, Cahun rencontre breton, surréalisme nantais, une ville qui a de l'importance pour le surréalisme. Et puis elle va vivre à part. Elle va aussi se retrouver à Jersey exilée. Une vie absolument incroyable de Claude Quin, c'est-à-dire de vivre avec son ami, d'avoir une partie de ces photos qui vont disparaître. Une pratique de la photographie seule qui est diablement contemporaine, c'est-à-dire tout ce que fait Claude Quin est dans son studio par elle-même. Avec trucage ou pas? Avec une image qui est double. Euh, Claude Quin, un peu garçon, hein, elle a un prénom qui s'y prête. Euh, Col relevé, regard du dessus, main serrée. Et puis un peu fille, avec la carotide visible, la bague, les nuances de gris. Voilà, une image peut être double. Et dans le double de l'image, il peut y avoir quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui de ce qu'est le genre et à quoi on ressemble, en fait. Qui nous perçoit quand on se regarde. Vous voyez comment le sujet pris en photo est devenu tout doucement l'acteur de la photographie. Et ce que Claude Cahun fabrique de génial, c'est de se costumer et de fabriquer des personnages euh, à partir d'elle-même. Maquillage, coiffure, vêtements, décor mis en scène, jusqu'à ce chef-d'œuvre, elle fera aussi un jeu de superposition, vocabulaire de la photo, art en soi, puisque la superposition de la pellicule qui montre une image sur une autre image, ben, il faut la gérer, hein. Elle le fera avec un des génies des années 20, Henri Michaud, qui lui aussi avait quelque chose à voir avec la multipersonnalité et le rapport entre ce que je vois, ce que je donne à voir et ce que je suis. Ça pourrait suffire pour se quitter. Le titre de la photo de 1928, Que me veux-tu? Je dis en plaisantant que la dame ou le monsieur qui est derrière là ressemble à celui qui me parle quand le matin je me dis il faudrait te lever. Et le visage un peu perdu, moins menaçant, moins découpé sur un fond noir, plus calme et pur, ressemble à l'autre personne que je suis qui, entendant cette injonction de se lever, dit qui? Moi? À bientôt.